Sunday Night Production. Vous vous demandez si ça vaut le coup de regarder Loki, la série de l'univers Marvel sur le frère de Thor disponible sur Disney+, ou au contraire vous l'avez vu et souhaitez en connaître les coulisses, les petites infos qui feront mouche pour votre prochain dîner entre amis, eh bien restez avec nous, on va tout vous dire et à la fin durant le cliffhanger, vous connaîtrez notre verdict. Faut-il regarder Loki ? Bienvenue dans l'épisode 1, ce nouveau podcast entièrement consacré aux séries. Je m'appelle Aurélien Rapatel et je suis là avec mon équipe de serial killers pour vous éclairer sur cet univers sans fin. Que vous soyez un grand fan de séries ou au contraire un amateur, que vous souhaitiez tout savoir sur leurs coulisses ou que vous n'ayez tout simplement pas le temps de tout regarder, eh bien ce podcast est fait pour vous. On va décortiquer les séries, les analyser, vous donner nos avis précis. Vous ressortirez de ce podcast en étant un véritable expert. Peut-être aussi expert que nos serial killers qui m'accompagnent et que je vous présente tout de suite. La première serial killeuse est une productrice qui, si elle a besoin d'argent pour financer un film, fera appel à l'équipe d'épisode 1 pour braquer une banque. Elle a prévu de nous surnommer Tourcoing, Bourg-la-Reine et Mulhouse. C'est elle productrice, Elsa Morel. Ça va. En vrai, je vous fais confiance quand même pour braquer une banque, surtout pour faire diversion. Et qui sera qui Thor. Ah ouais, voilà. Thor Loki. Wow. Elle est raccord. Mais justement, nous retrouvons aussi une serial killeuse attachée de presse qui est un peu notre Loki à nous, déesse de la malice et de la discorde. En même temps, on est rarement d'accord avec elle. C'était Emma Salvarelli. C'est la meilleure intro que t'aies pu faire pour moi, franchement. Te comparer à Loki, mais tout à fait. Tom Hiddleston, tu es l'homme de ma vie, je le sais. Si tu m'entends, c'est maintenant. Et finalement, voici un serial killer producteur artistique de télévision. Il aimerait beaucoup voir Elsa et Emma dans une série qui s'intitulerait Oh I Met le grand Florian Guillot. Ce serait tellement bien. Ce serait sympa. Hein. Alors, ce serait top. Je veux 10 pas saisons douter de comme mes ça. qualités d'actrice, mais Oh bah dis donc, j'ai rencontré Florian. oh, j'ai vu. Non, vous raconteriez à vos enfants comment vous m'avez rencontré. Ouais. Voilà. Et tu Ça, seras c'est- mort parce que. Bien sûr. Parce que tu es vieux. Si on Ça peut serait dans spoiler 10 ans, des oui, choses. je serais mort. Bon, aujourd'hui, vous l'avez compris, on va décrypter la série Loki disponible sur Disney+, avec notamment Tom Hiddleston et Owen Wilson. Vous êtes tous impatients de nous donner plein d'informations dessus, mais avant ça, on va commencer par se faire un petit tour d'horizon de l'actualité des séries à travers le monde. Vous savez que dans l'univers des séries, tout va très vite, alors annulation, reconduction, casting, tournage, info exclusive, vous allez tout savoir grâce à Emma Salvarelli qui va présenter le journal des séries que l'on surnomme l'Unagi News. Unagi est une sorte d'état de totale conscience des choses. Bonjour à tous, pour cette semaine, j'ai envie de parler de continuité, parce que moi j'aime les choses qui commencent, mais qui continuent aussi. C'est pour ça que je commence avec l'annonce de la saison 2 de The Morning Show sur Apple TV+. Très attendue, la deuxième saison de l'acclamé The Morning Show se dévoile enfin avec une première bande-annonce intense. Les nouveaux épisodes seront à découvrir dès la rentrée sur Apple TV+. Notez dans vos agendas, le rendez-vous, c'est le 17 septembre. Elle fait partie de nos premiers épisodes, la deuxième partie de la série Lupin est enfin sortie, et pour l'instant c'est un franc succès. Les téléspectateurs, Super. à part auprès de Florian Guillot, On a un apparemment, épisode dessus si vous voulez écouter nos avis. les téléspectateurs sont séduits par cette suite. Florian, tu es séduit ? Je ne répondrai même pas à cette question provocatrice. Et attention, tu seras encore plus content de savoir qu'il y a une troisième partie qui est en cours de préparation. Super. On attend plus que la date. Sors ton agenda aussi. Super. Pardon. En termes de suite, si certains continuent, d'autres se voient ralentir. Pour que la série Boba Fett soit finie à temps, la saison 3 de The Mandalorian a été retardée. Selon les sources de The Collider, le tournage de la saison 3 devait commencer en fait à la fin de l'année 2021 ou au début de l'année 2022. Mais les nouveaux épisodes de la série ne devraient commencer que à partir de 2022. On termine sur de la nouveauté avec des guillemets. De nouveaux personnages sont annoncés dans la saison 4 de Stranger Things. 4 nouveaux interprètes ont rejoint le casting de la 4e saison de la série, attendue prochainement en exclusivité sur Netflix. On accueillera alors Amy Beth McNulty, pardon pour la prononciation, qu'on a pu voir dans Anne with an E, Miles Street, connu dans Black Lightning. Et aussi le grand étang de... C'est truite, c'est pas truite, Je c'est pense que c'est tout. Moi j'imagine une truite d'accord. Continue. On aura aussi Regina Ting Chen dans La Reine du Sud et enfin Grace Van Dien de The Bing. Chacun joueront respectivement les rôles de Vicky, Patrick, Madame Kelly et Chrissy.
The Binge ou The Bing? The Binge. The Binge, tout à fait. Et bah très bien, merci pour toutes ces infos. Est-ce que vous voulez réagir sur... Merci pour tous ces noms surtout. Avec plaisir, Merci parce pour tous ces qu'apparemment... patronymes. Moi, je peux réagir sur The Morning Show. J'espère qu'on le fera dans l'épisode 1 parce que moi, j'avais beaucoup aimé la saison 1. Je trouvais très actuelle, très dans l'air du temps, qui parle de cette ère justement post-MeToo. Et donc, j'ai hâte de voir ça avec donc Jennifer Aniston et Rose. Non, Witherspoon. Witherspoon. Reese, c'est pas Rose, exactement. Moi, je suis sur tout ce qui est végétal et animal. Conifleur Est-ce que aujourd'hui. Elsa, tu veux réagir sur d'autres Mais alors, j'avais informations vu le premier épisode de The Morning Show, j'avais adoré. Je sais pas pourquoi j'ai pas continué, mais je vais le faire pour cette saison 2. Ah bah oui, bah voilà, il faudra voir, Florian, une réaction. Moi, vous connaissez mon amour de Lupin. Donc, Oui. Tu dois être ravi, tu dois j'avoue que sauter je au ne plafond. comprends pas à quel point c'est un succès en France. Surtout que à chaque fois que j'en parlais, des gens ils me disent oui, ça se laisse regarder, mais c'est vrai que c'est pas terrible et je m'endors avant la fin. Vous faites de l'audience à ce genre de choses. Et pourquoi pas? Mais en fait, moi, ça m'étonne pas que ça m'étonne pas que ça marche à l'international. À parce que l'international, oui, c'est une carte postale. Oui, c'est ça. Mais c'est vrai qu'en France, je comprends un peu moins. Et j'ai vu cette partie 2. J'avoue que je trouve qu'elle est un peu comme l'une. Il y a des séquences qui sont vraiment très bien. Et il y a des choses qui sont vraiment tirées par les cheveux, qui sortent de nulle part, qui sont un peu faciles. Il y a un gros cliffhanger sur la fin du premier épisode qui est tout de suite déçu au tout début de l'épisode d'après. Tu dis, ah, ils ont pris un risque. En fait, ils l'ont pas du tout pris. Donc, ouais, c'est vrai que j'aimerais bien une série un peu plus punchy, un peu plus vivante que Lupin, quoi. Ou en tout cas que sur la partie 3, ça se corse un peu. En tout cas, dans cette troisième partie, ils ont annoncé qu'il y aura un nouveau méchant, du coup, Oui. qui va que Hassan va affronter. Bah oui, parce que ayant vu la partie 2, Je spoil pas. il se passe des choses. Bon, on regardait ça, mais merci pour toutes ces informations, Emma. Mais il est maintenant un peu temps de rentrer dans le vif du sujet avec notre analyse et critique de Loki. Il est donc l'heure de passer... Et c'est Florian Guillot qui va remonter le temps pour nous parler des origines de la série. Alors aux origines de cette série Marvel, il y a évidemment, comme dans tous les projets Marvel, le grand Manitou Kevin Feige, le créateur du Marvel Cinematic Universe. Et une fois de plus, il a réalisé une dinguerie, Kevin Feige, en confiant les rênes d'une série sur un personnage phare de son univers à un illustre débutant, il s'appelle Michael Waldron. C'est un scénariste qui vient d'Atlanta. Il a fait ses débuts dans Rick et Morty. Alors, quand j'ai préparé ce podcast, je suis devenu un peu fan de Michael Waldron. Vous allez voir, c'est vraiment la success story à l'américaine. Il a fait ses débuts dans Rick et Morty en tant que stagiaire sur la première saison. Ensuite, il a écrit une adaptation libre du roman d'Hemingway, Le vieil homme et la mer. Et ça a servi ensuite de base à l'un des meilleurs épisodes de la 4e saison de Rick et Morty, parce que justement, ils avaient fait une sorte d'appel d'offres, ils voulaient changer les auteurs, renouveler un petit peu le pool de scénaristes, et ils ont fait justement cette consultation. Beaucoup d'auteurs ont envoyé des scénarios de manière anonyme, et les deux qui ont été retenus sont deux de Michael Waldron qui n'avaient rien à voir l'un avec l'autre. C'est comme ça qu'il a pu devenir auteur puis scénariste en chef sur Rick et Morty à partir de la 5e saison. Quand il travaillait sur cette série animée, il a demandé à ses agents et à son manager comment est-ce qu'il pourrait obtenir un emploi chez Marvel ou travailler sur Star Wars, qui étaient ses franchises préférées. Et ils lui ont répondu qu'il devait écrire un film car il n'avait travaillé qu'à la télévision pour le moment. Il a donc écrit une comédie en quelques semaines, une comédie d'action et de voyage dans le temps déjà, intitulée The Worst Guy of All Time and the Girl Who Came to Kill Him, qui atterrit sur Blacklist. C'est exactement le scénario qui raconte l'arrivée d'un influenceur qui va ruiner le monde et d'une femme qui va remonter dans le temps pour le tuer avant qu'il ne puisse faire ça. C'est un peu le concept du bébé Hitler. Si on pouvait revenir dans le temps, est-ce qu'on tuerait ce bébé alors qu'à ce moment-là, ce n'est qu'un bébé ? Et effectivement, quand elle revient dans le temps, au lieu de le tuer, elle en tombe amoureuse et toute l'histoire démarre comme ça. Et je pense qu'ils sont en train de faire cette série justement. À un moment donné, le scénario est parvenu à Marvel alors qu'il rencontrait des gens pour Loki et c'est ça qui lui a permis de faire une présentation et de décrocher le poste. Il est alors passé dans un territoire nettement plus audacieux, le Marvel Cinematic Universe, en tant que scénariste en chef de la nouvelle série Disney+ Loki. Il n'est pas showrunner, il est scénariste en chef, c'est pas loin d'être la même chose, mais il y a quand même une précision. Loki, ce n'est pas la seule chose que Waldron a sur le feu, parce que vous allez beaucoup entendre son nom dans les mois et les années à venir. Il a écrit le scénario de l'un des films les plus attendus du MCU, Doctor Strange and in the Multiverse of Madness, une fois que Scott Derrickson a quitté le projet. C'est réalisé par Sam Raimi et il travaille également avec Kevin Feige sur un projet se déroulant dans la galaxie Star Wars, donc c'est vraiment le jackpot pour lui.
L'une de ses inspirations pour cette série, elle est assez surprenante, il s'agit de Steve Jobs. Waldron, il a adoré le film de Danny Boyle sur Steve Jobs. Il y a un passage que Aaron Sorkin a tiré de la biographie de Walter Isaacson sur Steve Jobs, qui raconte comment Steve Jobs a été adopté et comment les gens qui sont adoptés perdent le contrôle au moment le plus important de leur vie. Le film raconte comment Steve Jobs est si obsédé par le contrôle de bout en bout de toute cette technologie. Il a établi un parallèle très intéressant entre Loki et Steve Jobs, le désir de dominer. Et Loki le dit d'ailleurs à un moment, « Je sais mieux que quiconque, je veux dominer, je veux avoir le contrôle en tant qu'adulte parce que j'étais en fait tellement hors de contrôle en tant que jeune bébé géant de Frost. » Il y a beaucoup d'autres inspirations qui ont permis à Michael Waldron et toute l'équipe de fabriquer cette série, et notamment les Teletubbies ou Toy Story, mais ça je vous en parlerai un tout petit peu plus tard. Au-delà de ça, il voulait vraiment traiter ça comme de la grande télé, c'est-à-dire une auto-réflexion sur l'identité de Loki. Forcer Loki à se demander « Qui suis-je ? Pourquoi est-ce que je fais les choses que je fais ?» De son côté, la réalisatrice de la série, Kate Herron, en rajoute à ce sujet. Je la cite. « En termes de thème, j'aime les zones grises. La série s'intéresse vraiment à ce qui fait que quelqu'un est vraiment bon ou que quelqu'un est vraiment mauvais, et sommes-nous l'un ou l'autre, ou même juste l'un ou juste l'autre. Loki se trouve dans cette zone grise. C'est excitant de pouvoir raconter une histoire comme celle-là. En tant que réalisatrice et scénariste, vous ne comprenez pas forcément pourquoi vous faites ces histoires. Une chose qui la ramène sans cesse à l'identité. Dans Sex Education, nous avons beaucoup parlé de l'identité et du fait de se sentir étranger, mais aussi de trouver son peuple. Je ressens, c'est elle qui parle, je ressens la même chose avec Loki. C'est une série sur l'identité et l'acceptation de soi, et pour moi, c'est aussi ce qui m'a attiré. Une dernière inspiration de la série a été le matériel déjà réellement existant dans les comics Marvel. Par exemple, la bande dessinée Kid Loki Journey into Mystery de Kieron Gillen, qui l'a inspiré, pas nécessairement parce que la série parle d'une version enfantine de Loki, mais parce qu'elle creuse son humanité dans un espace plus vulnérable, d'une manière que l'on ne peut faire qu'avec un enfant. Une version enfant de Loki est toujours accablée par les péchés de son passé, ce qui correspond tout à fait à ce que cette version de Loki affronte avec le TVA. On pourrait résumer cette série avec une seule grande question, un tigre peut-il changer ses rayures ? Eh ben, merci beaucoup pour toutes ces informations animales, notamment. Emma, est-ce que tu peux nous résumer ce premier épisode de Loki ? Alors, ce premier épisode, en fait, c'est la suite de Endgames. Loki a réussi à s'enfuir grâce à la remontée dans le temps des Avengers et à partir avec le Tesseract. Il atterrit donc en Mongolie et se fait arrêter par la TVA, une entreprise qui gère le continuum temps pour s'assurer qu'il n'y a pas de multiverse et qu'il y a un seul univers et une seule ligne directrice. Et c'est comment Loki va travailler avec la TVA. Très bien. Elsa, est-ce que tu aurais regardé cette série-là, Loki, si Alors, c'est en moi, Loki, c'est un personnage qui m'intéresse pas beaucoup. Je trouve que le fait qu'il meurt, il revit, il meurt, il revit, moi, c'est un personnage qui a perdu de son intérêt. Donc, j'avais pas envie de voir cette série. Bon, on va voir ton avis. Est-ce qu'il était à la hauteur de cette envie ? Non-envie plutôt, Florian. Toi, Est-ce que j'aurais regardé ? Est-ce que tu aurais regardé vas-y. Ah oui, j'aurais regardé parce que je regarde tout ce qui est de Marvel, donc oui, clairement j'aurais regardé. Et je suis pas trop d'accord avec Elsa dans le sens où c'est la même chose pour tous les personnages Marvel. Ils sont tous morts, ils reviennent. Dans les comics, il y a 18 versions de chaque personnage qui reviennent d'une manière ou d'une autre. On peut ressusciter, retourner dans le temps, etc. Donc ça, c'est la même chose pour tout le monde. Même Iron Man, qui est décédé à la fin de Endgame, spoiler, il pourrait revenir un jour, il trouverait une façon de le faire. Personne n'est jamais mort dans Marvel. Ouais, mais Loki, je trouve que ça se ressent encore plus en fait. C'est vrai que lui, il est beaucoup mort et beaucoup revécu. C'est vraiment son personnage de dieu de la malice et de je sais plus comment on dit. L'espièglerie. Ouais, voilà, il passe son temps à mentir et à cacher les choses, donc moi ça me choque pas spécialement, c'est son perso. Emma, est-ce que Loki il avait besoin d'avoir sa propre série ? Bien, mais tu me poses la question déjà, je comprends pas pourquoi, parce que tu sais que j'aime Loki du plus profond de mon cœur. Mais tu pourrais être honnête. Non, si je suis honnête, oui, parce que je trouve que c'est un personnage qui est très intéressant dans son ambiguïté. On ne sait pas vraiment ce qu'il ressent, on ne sait pas s'il fait les choses parce qu'il est réellement méchant ou juste
dû à son passé et comprendre un peu plus qui il est, dû au questionnement qui se met en place. Je trouve ça hyper intéressant et je suis très contente qu'il y ait cette série. Elsa. Mais c'est un personnage qui a adoré des fans aussi. Enfin, moi, je l'aime pas trop, mais je sais que dans le monde entier, c'est pas l'avis de tout le monde. Donc, c'est un personnage qui est aussi là, je pense, pour faire plaisir aux fans avec cette série. Mais du coup, est-ce qu'il en avait besoin de cette série-là? Est-ce qu'il avait besoin de faire une série sur ce personnage-là, Florian? Mais de quel point de vue? Du point de vue Du tien, est-ce que pour toi, Non, mais tu veux dire, est-ce que scénaristiquement c'est important d'avoir économiquement, scénaristiquement pour économiquement c'est toujours intéressant. Pour le personnage, est-ce que le personnage avait besoin d'être plus développé? Bah oui, moi je trouve que Loki, il est tellement aimé par les fans, il est venu, c'est un personnage transverse, c'est un des rares méchants qui a été dans une franchise, à savoir Thor au début dans les 2 premiers films, et qui après a été dans Avengers, dans toute la saga Infinity. Donc moi ça me choque pas du tout d'avoir quelque chose qui creuse plus ce personnage, au contraire. Et qu'est-ce qui vous a, toi Emma par exemple, qu'est-ce qui t'a le plus déplu dans ce premier épisode? Pour revenir sur ce qui a été dit, effectivement, c'est la nouvelle série du MCU que je ne comprends pas dans son utilité, dans le sens où, comme on l'a dit, Loki devait mourir de base. Il est revenu. Quand on parle de WandaVision, je comprends un peu plus l'intérêt, c'est que on veut savoir ce qu'est devenu Wanda après Endgames, et c'est un personnage qui est assez intéressant, et à voir le seul point d'accroche qu'elle avait est terminé, qu'est-ce qu'elle va devenir. Pour Falcon et le Soldat de l'Hiver, on présente le nouveau Captain America. Loki, je voyais les bandes annonces et je me disais mais où on va, enfin quel est le but derrière tout ça, et c'est un peu ce qui reste sur cet épisode. Florian. Alors je suis pas du tout d'accord pour changer, c'est la déesse de la discorde, comme tu as dit au début. Non mais parce que, et ils l'ont dit, Kevin Feige l'a dit, alors il y a une part de marketing et de communication, mais il a dit que c'est entre WandaVision, Falcon et le Soldat de l'Hiver et Loki, c'est Loki qui allait avoir la plus grande influence sur la phase 4 du MCU et sur les films à venir, et ça se ressent aussi par le fait, ce que je disais tout à l'heure, que le même scénariste a fait aussi Doctor Strange in the Multiverse of Madness, et qu'on pose les bases de la prochaine grande étape cinématographique qui est le multiverse et tout ce qui va se passer. Donc c'est hyper important pour moi, au contraire, qu'on prenne Loki et qu'on explique qu'avec ce voyage dans le temps d'Endgame et qu'on tisse un lien, on le fasse réapparaître via le multiverse. C'est cette série qui va commencer à poser les bases du reste des films. Tu vois, ça je l'avais pas vu sous ce point de vue là, et maintenant que tu me le dis, effectivement la série prend un tout autre sens pour moi, et oui, je vois l'intérêt, mais quand tu t'arrives face à cette série, tu comprends pas trop, c'est ça que je trouve qui est dommage. C'est vrai qu'il faut des éléments de contexte pour plus que WandaVision et plus que Falcon, je trouve. Elsa. Oui, non, mais ce qui est intéressant, je pense par rapport à ce qu'a dit Emma, c'est le fait que pour moi les enjeux scénaristiques n'ont pas été vraiment démontrés. Moi je trouve déjà dans ce premier épisode, moi je me suis beaucoup ennuyée. Cette scène de dialogue avec Owen Wilson et Tom Hiddleston qui dure 15 minutes, j'ai l'impression, c'est hyper long, il se passe pas grand chose, je comprends pas les enjeux, ça parle beaucoup. Moi même la TVA, j'ai de la TVA, mais on comprend jamais pourquoi il y a la TVA. Non, mais le nom, si vous voulez, de la TVA. Time Variance Authority. Voilà, et en français, le tribunal des variations anachroniques, qui est pas la meilleure traduction qu'ils aient trouvée. C'est pas mal, je trouve. Moi, je trouve pas ça bien. Et du coup, moi, je comprenais pas trop cette organisation, et je trouve que c'est pas très... Enfin, c'est décrit, mais moi, je suis peut-être un peu bête aussi, il faut l'avouer, mais j'ai pas tout compris dès le premier épisode. Non, mais ça manque de contextualisation. C'est peut-être ce qui est évoqué par Florian et Emma. On va revenir dans un instant sur Loki, peut-être sur ces questions-là, mais avant, je reste vers toi, Elsa. Justement, je me tourne vers toi. Mais... oui, parce que tu vas nous faire passer un peu dans une autre dimension en nous parlant de la production de la série. Et oui, donc dans cet épisode, on vous dévoile tout de Loki, enfin autant que Kevin Feige nous autorisera à en savoir. D'ailleurs, figurez-vous que lors du tournage d'Infinity War, Kevin Feige n'avait absolument aucune idée de ce que deviendrait Loki. Par contre, à la fin d'Endgame, il en avait bien une idée précise puisqu'il savait que la série allait se faire. Kevin Feige explique d'ailleurs que c'était assez jouissif pour lui de voir les fans se demander ce qu'était devenu Loki. Bien sûr, à ce moment-là, il ne pouvait pas encore dévoiler qu'une série sur le personnage était en préparation. Il y a quand même une question qui va me turlupiner durant cette chronique. Elle a utilisé le mot turlupiner. T'as perdu un pari? Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle série sortie en 2021 n'a pas été interrompue par le Covid? Car oui, même le dieu de l'espièglerie n'a rien pu faire face à l'interruption du tournage en mars 2020. Heureusement, les équipes ont pu retrouver le chemin des plateaux et terminer leur travail à la mi-décembre 2020.
D'ailleurs, c'est à Atlanta que les équipes ont posé leurs valises et notamment au Pinewood Studios. Et pour nos auditeurs les plus studieux, vous n'aurez sans doute pas oublié qu'il s'agit d'une ville chère à Marvel puisque de nombreux films et séries ont été tournés là-bas, donc comme c'est le cas pour WandaVision par exemple. Le personnage de la série, c'est donc Loki, le personnage central, mais ce n'est pas pour autant que les autres personnages ont été négligés. Par exemple, la juge Ravonna Renslayer apparaît certes dans les comics, mais son origin story est beaucoup plus développée dans la série. A contrario, le chasseur B15 n'a rien à voir avec les comics et a été créé à l'occasion de l'écriture de la série. Tous ces personnages entourent donc bien Loki. D'ailleurs, leurs 3 interprètes, j'ai nommé Tom Hiddleston, Gugu Mbatha-Raw et Wunmi Mosaku, se connaissaient depuis longtemps puisqu'ils ont tous les 3 été à la prestigieuse Royal Academy of Dramatic Art. Beau palmarès pour cette école qui a aussi connu sur ses bancs notamment Anthony Hopkins ou encore Ralph Fiennes. Pour en revenir à nos 3 copains d'école, les uns et les autres ne savaient pas qu'ils joueraient ensemble dans Loki, puisque par exemple, Wunmi Mosaku a auditionné sans savoir qu'elle auditionnait pour la série. On lui avait simplement envoyé un peu de texte pour un projet qui lui avait été écrit comme top secret. C'est plutôt sympa, car moi, quand ma mère me propose un projet top secret, c'est pour vider le lave-vaisselle, mais chacun ses projets. Hein. Toujours du côté de l'école, Tom Hiddleston s'est improvisé professeur de mythologie du MCU afin de donner à savoir tout ce qu'il fallait connaître aux nouveaux arrivants du Marvel Cinematic Universe. C'est Owen Wilson qui a révélé avoir fréquenté la Loki School, où il pouvait donc poser toutes les questions à Tom Hiddleston, qui lui répondait en détail sur la mythologie du personnage de Loki. Ces conversations ont d'ailleurs permis aux 2 acteurs de travailler sur leurs personnages ainsi que leurs scènes. Passons maintenant au corps de la série, c'est-à-dire son esthétique. Kate Herron, la réalisatrice des 6 épisodes de Loki, explique que la série a été pleinement influencée par les films noirs, et notamment ceux de David Fincher tels que Seven ou Zodiac. Ajoutez à cela une pointe du Silence des agneaux et vous obtenez Loki, c'est pas moi qui le dis, c'est la réalisatrice elle-même. Et enfin, à peine commencé et déjà renouvelé, et oui, la saison 2 de Loki a été insinuée par le site Production Weekly dans une newsletter. Maintenant, on attend la confirmation officielle par Marvel, même si le producteur Ned Moore a déjà vraisemblablement vendu la mèche. Merci beaucoup Elsa, on y voit bien plus clair grâce à toi. Florian veut réagir. Ouais, parce que Elsa a parlé de certaines influences et je parlais tout à l'heure dans les origines notamment de Toy Story. Je voulais vous expliquer pourquoi. Parce que par exemple pour la scène où Loki voit comment sa vie et sa mort se déroulent, les scénaristes ont discuté longtemps du moment où dans Toy Story, Buzz l'éclair comprend et accepte le fait qu'il est en fait un jouet quand il voit cette publicité et la leçon d'humilité que cela représente. Donc il y a vraiment des influences très 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 variées. Pour les Teletubbies aussi, apparemment on va l'apprendre dans les prochains épisodes. Donc je vais pas en révéler trop pour le moment. Petit suspense, mais peut-être que vous comprendrez cette référence. Mais on voit que ça va donc de Seven, dont Elsa a parlé, jusqu'à Toy Story en passant par les Teletubbies. Mais alors juste une chose, Seven et le Silence des agneaux que tu as cité ou Zodiac, vous l'avez ressenti vous dans ce premier épisode ou pas? Alors, pas dans le premier, mais ça pas dans le premier. Oui. Apparemment, Seven, il y aura des références claires dans le 2e épisode. Donc on verra. Mais en fait, chaque épisode aura un peu une référence cinématographique propre. Donc il y aura Blade Runner aussi. Enfin, un peu comme WandaVision en fait au final. Ouais, peut-être. Okay. Ouais. Moi, j'ai bien aimé. Enfin, j'ai trouvé j'ai beaucoup retrouvé du film Brasil dans cette série en termes de décor. Je trouvais que il y avait l'univers, il correspondait beaucoup et c'est pour ça que j'ai été vachement attirée en termes d'esthétique dans cette série. Elsa, tu voulais réagir? Moi, j'ai envie de parler des effets spéciaux que je trouve que pour un premier épisode, ils en ont mis quand même plein la vue. J'ai pas réussi à trouver le budget, mais il est quand même à ce qui paraît plus élevé que Falcon et WandaVision. Ah oui. Donc, rappelle-nous, il était à combien pour WandaVision? C'était 20 millions par épisode. Donc, 25 millions par épisode. Donc, et donc oui. Là, il y a 6 épisodes pour Loki, précisons-le. Il est plus élevé et je trouve qu'on le voit dès ce premier épisode. Florian. Sur les influences, pour une fois, je suis d'accord avec Emma sur Brasil. Et c'est des infos aussi que j'ai trouvées sur les portes temporelles. Elles ont été inspirées par Dune. Et la police de caractère sur les ordinateurs, elle a été inspirée par Alien. Donc on voit encore plein d'autres influences. Et pareil, je suis d'accord avec Emma, ça n'en finit pas. Non, mais sur le côté, on va faire la série, comment j'ai rencontré votre... Tout comme WandaVision, on va explorer avec des genres très précis et c'est intelligent. Tout comme pour WandaVision, c'était ingénieux. Là, ça l'est aussi parce que de toute façon, on parle de voyage dans le temps. Donc autant se servir de ça. Et c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup dans cette série et que je trouve génial, c'est qu'on prend quelque chose d'aussi magique et inatteignable et merveilleux que le voyage dans le temps est magique. Et en fait, on le traite comme quelque chose de très administratif, préfectoral. On est au service des permis de conduire et je trouve que ce traitement là il est assez bien trouvé.
Elsa. Et pour défendre Marvel, je trouve à la télévision, ça fait plaisir de voir qu'ils vraiment ils s'inspirent du cinéma, parce que certains réalisateurs ont dit que Marvel c'était pas du cinéma par exemple. Et je trouve que la télévision, leur série vient défendre l'idée que bah non, ils savent ce qu'ils font quand même, ils sont artistiques aussi. Et donc pour vous, cette série, elle est bien mise en scène? Oui. Ouais, Emma. Ah ouais. Ouais, y a pas de. Non, Elsa, elle a un doute. En fait, j'ai pas réussi à trouver vraiment le côté unique de la série. Mais je trouve que les effets spéciaux étaient très bien faits, mais il n'y a pas eu des idées qui m'ont marqué. Ça ressemble un peu à tous les Marvel voilà, pour c'est toi. ça, exactement, ouais. Florian. Le seul truc entre guillemets que j'ai pas aimé dans cet épisode-là, et notamment par rapport à la mise en scène, c'est que je trouve que les scènes d'action sont un peu trop mécaniques. Que ce soit le coup de bâton, là je sais pas quel est le nom de cette arme pour les gens de la TVA quand elle manque de toucher casé, ou la bagarre avec la matonne, je trouve que, et c'est très bizarre pour Marvel, mais peut-être que justement parce que les scénaristes et l'équipe se sont plus focalisés sur le voyage dans le temps, etc., que c'était plus je sais pas trop, mais je trouve que les scènes d'action sont pas très réussies. L'épisode entier pose le contexte, comme le disait Elsa tout à l'heure, et ça c'est un peu dommage parce que les actions arriveront sûrement dans les autres épisodes, donc tout ça c'est un peu dommage. Mais voilà, du point de vue de la mise en scène, par contre, ce qui est très bien, je trouve, du point de vue de la mise en scène, c'est cette séquence avec Miss Minute. Qui explique avec toute une séquence animée, et apparemment ça a tellement fait plaisir aux téléspectateurs test au début que ils n'avaient pas prévu de le faire revenir, et finalement ils vont le faire revenir plusieurs fois dans les épisodes. Je trouve que c'est une super séquence façon années 70 à la Hanna-Barbera qui est vraiment très rafraîchissante. Et que pensez-vous du coup de cette société, du tribunal des variations anachroniques? Est-ce qu'elle nous fait découvrir un nouveau pendant et non penchant du Marvel Cinematic Universe, Elsa? Alors pour moi, j'ai l'impression que ça sort de nulle part, mais après ce qui est quand même pour la défense de la série, c'est que même Tom Hiddleston, enfin Loki, il dit mais vous sortez d'où en fait? Pourquoi vous intervenez pas avant? Du coup même lui est surpris de cette société, et quand même du coup je pense qu'on va en savoir plus au fur et à mesure de la série. Emma. Ouais, pour rejoindre ce que dit Elsa, en fait c'est une société qui n'a pas besoin d'être connue parce que elle agit dans l'ombre. Et si elle était connue, le monde serait complètement différent. Au contraire, je pense que les gens essaieraient de braver les lois de l'univers beaucoup plus souvent. Et c'est pour ça qu'en vrai, je suis pas si étonnée que ça qu'elle apparaisse, parce que je trouve que c'est un truc assez classique de Marvel de faire apparaître des choses qu'on ne connaissait pas avant, et que c'est bien introduit. Florian. C'est exactement ce que j'allais dire. Encore une fois, c'est les codes de Marvel. C'est-à-dire qu'il y a toujours un méchant plus méchant que le super méchant qui était là. Il y a toujours un gentil ou un héros encore plus fort. C'était le cas pour, comment elle s'appelle, Captain Marvel, qui vient surpasser et aider les Avengers. C'est le cas pour tous les méchants, c'est-à-dire qu'on avait le méchant de tel film, après on a eu Loki qui est un méchant transverse pour Avengers, mais encore au-dessus il y avait Thanos, et puis on aura encore quelque chose d'encore plus gros. C'est exactement les codes de ce genre de film. Et que pensez-vous de la prestation justement de celui qui est au cœur de la série, Tom Hiddleston? Est-ce qu'il a varié? Est-ce que sa prestation a varié entre les Avengers, entre le cinéma et cette série-là? Ou alors est-ce que c'est toujours la même chose? Et Elsa qui Non veut mais réagir. si on voyait les yeux Oui. d'Emma, Plein d'étoiles. il y a de l'amour. Bon, toi t'as aimé, j'imagine, Non, Emma. de manière très objective, je le trouve fantastique, Tom Hiddleston, dans ce rôle-là. Il joue très bien l'effet comique comme l'effet sérieux, et c'est là où on voit c'est un mec du théâtre. Il vient du théâtre, et j'ai eu l'occasion un jour de le voir en pièce de théâtre. Il est fantastique. Et là aussi, je le trouve génial. Je trouve qu'il joue à merveille, et Loki est au meilleur de sa forme, et il est extrêmement bien écrit, je trouve, ce personnage dans cette série, et c'est ce qui permet à Tom Hiddleston de bien jouer. Elsa, t'es Je suis d'accord avec Emma, il y a une ambiguïté qui est hyper forte. Il arrive à, effectivement, les côtés sérieux, les côtés comiques, le drama. Enfin non, moi je trouve qu'il joue vraiment bien ce personnage qui lui colle à la peau. Attention, à ma droite, j'ai quelqu'un Ouais. qui fait non de la tête. Protégez-moi d'Emma Salvarelli, mais moi je trouve pas que ce soit. Non, il m'a pas méga impressionné, mais en même temps, il avait rien à jouer, d'après moi, qui soit complètement incroyable. Il joue bien comme il joue d'habitude. Mais là où je suis un tout petit peu gêné, c'est que par rapport à leurs histoires de voyage dans le temps, il joue donc là. Le Loki qu'on voit dans l'épisode 1, c'est un Loki de 2012. C'est-à-dire qu'il vient de sortir de Avengers quand il vient de se faire battre par les premiers Avengers. C'est pas le Loki de Endgame qui a déjà changé, qui a sauvé Asgard et qui s'est fait tuer par Thanos. C'est pas celui-là. Et déjà, il a pris un petit coup de vieux, je trouve. Et ça se voit un peu, et ça, déjà rien que ça me gêne
gêne. Et je trouve que il passe très très vite sur cette personnalité du Loki après Endgame, qui est déjà devenu un peu gentil, alors que c'est pas du tout ce personnage-là. Donc tout ça me dérange un peu. Dans la série, il justifie cette transformation avec les images qu'il va avoir de son passé, mais évidemment, je suis d'accord, ça va très vite, Elsa. Mais je suis d'accord avec vous. Je trouve que Avengers voulait montrer vraiment que c'était un méchant assez fort et d'un coup, c'est un peu un fragile, un peu mal dans sa peau. C'est pour ça qu'il est méchant. Et j'ai trouvé que c'était un peu facile. J'en parlerai plus tard. Emma veut vous taper, je crois. Non, pas du tout. Je réfléchis à ce qui se dit, en fait. Et d'un côté, je suis d'accord. De l'autre, je me dis... en fait, j'ai jamais trouvé que c'était un méchant si méchant que ça, Tom Hiddleston. Loki, je trouvais qu'il y avait toujours eu cette ambiguïté qui fait que ça m'a pas plus choqué que ça, qu'il était toujours en questionnement perpétuel et que c'était juste de la reconnaissance qu'il voulait. Et même, on le voit dans Thor Ragnarok. Il y a cette relation avec son frère. Il y a cette scène dans l'ascenseur. Il a déjà évolué dans Ragnarok. C'est ça, mais du coup, je trouve que ça m'a pas choqué parce que ça va dans le personnage et que on voit des scènes assez fortes. Il voit des scènes assez fortes, comme la mort de sa mère, qui reste le personnage assez important dans sa vie. Bon Emma, restons avec toi et restons même avec justement Loki, puisque tu vas nous faire un petit focus sur tous les personnages de anti-héros dans les séries, l'heure du focus d'Emma. On le voit de plus en plus souvent, les rôles s'inversent dans les séries. Je m'explique. Si on a longtemps connu des séries où les héros se ressemblaient tous, c'est des hommes beaux, grands et musclés, le public semble de plus en plus s'intéresser à leurs antagonistes. Aujourd'hui, le public va rechercher des personnages plus ambigus, complexes et intéressants. On ne veut plus d'un personnage tout lisse qui n'a rien à se reprocher, on veut un personnage humain. Et c'est ce qui fait le charme du personnage de Loki. Saviez-vous que celui-ci d'ailleurs ne devait pas survivre de base? C'est ce qu'on disait tout à l'heure, on parlait beaucoup du fait que les fans ont beaucoup aimé Loki et c'est pour ça que c'est eux qui ont demandé son retour. Et oui, lors d'une interview accordée à Empire Podcast, Tom Hiddleston dévoile la vraie fin de Thor, le monde des ténèbres, et celui-ci aurait bien dû mourir définitivement dans la suite de Thor réalisée par Alan Taylor. Je le cite, « La mort de Loki sur Svartalfheim aurait dû être permanente. Chris Hemsworth et moi avions joué comme si c'était réel. Et en voulant se racheter, Loki aurait alors sauvé son frère, aidé Jane Foster et ainsi se serait sacrifié pour eux, a expliqué l'acteur. Mais les spectateurs ne l'ont pas entendu de cette oreille. Et lors des projections tests, ces derniers ne se sont pas fait prier pour exprimer leur ressenti à la suite de son décès. Il va forcément revenir, ça ne peut pas être arrivé. Ils étaient tous incrédules et les spectateurs ne voulaient pas que Loki meure. Alors face à cette incrédulité des spectateurs et la popularité grandissante du héros auprès de ses fans, Marvel a finalement retourné sa veste afin de ressusciter le personnage. Un choix audacieux mais qui s'est révélé plus efficace puisque le dieu de la malice n'a cessé de prendre de l'importance au sein du MCU. Il suffit de voir son impact dans Thor Ragnarok et son importance dans le début d'Avengers Infinity War. Thor Ragnarok qui est mon préféré d'ailleurs. Ah voilà. On est d'accord ? Bah bien sûr. On avance. Mais vous me demanderez, comment le méchant peut-il devenir la vedette ? Mais comment le méchant peut-il avoir la vedette ? Merci Florian. Je vais vous le démontrer en vous citant les meilleurs anti-héros des séries. Commençons par la série qui fait l'unanimité et dont le héros est tout sauf un héros, Peaky Blinders et Tommy Shelby. Élevé dans une famille de gitans et traumatisé par la Première Guerre mondiale, il a débuté avec une escroquerie et un coup de chance inopiné. Tommy serait prêt à raser Birmingham pour sa famille tout en continuant ses affaires de gang et c'est ce qui fait davantage de lui un anti-héros plutôt qu'un véritable Superman communiste. Attachant pour ses défauts, révoltant pour ses prises de décision radicales, il est un homme charcuté de l'intérieur en quête d'amour et de rédemption. Celui qui déteste les héros et dont l'étiquette d'anti-héros lui va à merveille, Billy Butcher dans The Boys. Il est le fondateur de la fine équipe qui tente de démanteler le groupe de super-héros, mais il a parfois des comportements subversifs aux qualités héroïques traditionnelles. Dans les comics, son attrait pour le cannibalisme est sous-entendu. Le justicier souffre également d'un profond complexe d'Oedipe ayant refusé de tuer son père qui le battait à la demande de son petit frère. Bref, Billy est toujours à deux doigts de se transformer en sociopathe sanguinaire, mais ses boys, sa famille, restent son ultime point d'ancrage qui le préserve dans le côté lumineux de la force. N'oublions pas notre cher Jaime Lannister dans Game of Thrones. Ce qui fait de lui un anti-héros ? Peut-être sa tentative d'infanticide et sa tendance à procréer avec sa sœur, mais sinon, rien de bien méchant avec ce personnage. On pensait que le Kingslayer avait enfin entamé son arc de rédemption en étant quasiment émasculé par la perte de sa main forte et ses confidences intimes face à Brienne. Jaime retrouvait le chemin de la lumière, mais finalement il est trop consumé par son amour pour Cersei pour se libérer complètement de ses ténèbres intérieures.
Je ne vous citerai pas les plus connus comme Dr House, Dexter, Frank Underwood dans House of Cards ou encore Walter White dans Breaking Bad qui ont marqué l'histoire des séries en tant que personnage principal qui ne sont pas si blancs que ça. Tous ces personnages ont un point en commun, ils sont détestables mais on finit toujours par s'y attacher. Et pourquoi ? Parce qu'ils sont réalistes, humains et c'est ce qui fait qu'on peut se refléter dedans et c'est essentiel aujourd'hui dans une série. Merci beaucoup. Justement, je vais vous demander, est-ce que Loki c'est véritablement un anti-héros ou c'est pas un héros qui est caché par ses petits défauts, Elsa ? Difficile ta question. Il y a vraiment eu... on n'était pas sûr. T'as un AVC là. Non, je pense que c'est en fait. Moi, je trouve que c'est un héros qui a effectivement des défauts, mais c'est un peu superficiel. Je le trouve pas très profond, ce personnage. Donc, dans le sens où effectivement, il a des dilemmes, il a des conflits, mais il est un peu superficiel. Et du coup, pour moi, c'est pas vraiment un anti-héros. Il a un côté, un peu pas. C'est ce qu'on attend de lui, quoi. Florian. Alors là, je peux pas être plus en désaccord qu'avec ce que vient de dire Elsa, parce que pour moi, c'est pas du tout un personnage superficiel. C'est un personnage très profond, au contraire, qui a une humanité et une vulnérabilité énorme. Et Emma en parlait justement, et ça, pour le coup, j'étais d'accord. Il faut quand même se dire que c'est un homme qui, d'un côté, était le prince d'Asgard, ce qui semble normalement être une vie agréable, mais son père, en fait, a tué son véritable père biologique. Il l'a adopté. Il lui a menti toute sa vie sur son héritage et sa filiation. Il a été forcé de vivre dans l'ombre de son frère aîné qui était né pour être roi. Il a vécu énormément de traumatismes et je pense que ce qu'il cherche en fait c'est un peu de contrôle sur sa vie, ce qu'il a l'impression de n'avoir jamais eu. Et ça, c'est là où je trouve que c'est fort, c'est parce que c'est quelque chose qui est facilement compréhensible par tout le monde. Donc voilà. Mais j'avais oublié tous ces détails en fait. Et voilà. Mais ça c'est un Toujours truc une qui est difficile au fur et à mesure de Marvel, c'est qu'il y a tellement de choses, c'est oublié quoi. Elsa, elle veut C'est un personnage elle veut des profondément récaps. humain. Emma. En fait, Loki, c'est juste un personnage en recherche de famille et de stabilité. Il a besoin de reconnaissance, chose qu'il n'a jamais eue, et c'est ce qui fait de ce personnage un personnage hyper intéressant, parce que, comme je disais, on s'y retrouve un peu d'une manière ou d'une autre. Florian. Et ce que je trouve rigolo par rapport à ce que tu dis, il a besoin de repères, de stabilité, et tu parlais tout à l'heure aussi de son ambiguïté. Si vous faites un petit arrêt sur image quand il remet son dossier ou quand on regarde son dossier très administratif à la TVA, il est marqué à la mention gender, c'est marqué fluide. Et c'est assez drôle déjà que une série Marvel, Disney aille sur ce genre de choses, et c'est vraiment pour marquer son ambiguïté. Alors la fluidité de genre de ce personnage, elle n'est pas nouvelle, elle était déjà dans les comics en 2014. Odin parlait à ses enfants en disant « mon fils, ma fille et mon enfant qui est les deux ». Donc déjà ça existait. Après, on le raccroche par rapport au personnage parce que Loki, c'est un métamorphe, il a la capacité de se transformer en différentes personnes. Pour l'instant, on l'a pas encore vu en femme, mais je pense que s'ils ont fait cette ce petit easter egg, c'est peut-être que ça va arriver dans cette série, justement. Elsa. D'ailleurs, justement, tu parlais du fait que Loki était un métamorphe. Le logo, enfin les titres de Loki changent à chaque fois. Et en fait, c'est pour refléter justement ce personnage qui est métamorphe, et c'est pour ça que les lettres changent, se Tellement transforment. d'infos. Plein d'infos, plein de Tellement petites d'infos. infos. Vous prenez, c'est cadeau, c'est offert par épisode 1. Quelle est la recette d'un bon anti-héros pour vous, Elsa ? Déjà, c'est un personnage auquel on s'attache et qui a une humanité profonde, qu'on va aimer malgré ses défauts. Pour moi, c'est ça un anti-héros réussi. Emma, ouais. C'est pas aussi doux que ça. Pour moi, un anti-héros, c'est quelqu'un qu'on devrait détester, Ouais. qui est au centre d'une série, mais qu'on finit par aimer et auquel on finit par s'attacher parce que ses défauts et ses qualités nous font penser un peu à nous-mêmes. Et du coup, Moi, on s'y attache. je suis plus d'accord avec cette version-là, parce que toi, Elsa, j'ai l'impression que justement, c'est un peu ta définition, ça pourrait être la définition par exemple, d'une Maléfique, le film sur la méchante de La Belle au Bois dormant, c'est-à-dire elle est censée être méchante, sauf que très vite on comprend que bon, elle est gentille, elle a quelques défauts, mais elle est gentille. Pour moi, un vrai anti-héros, c'est quelqu'un qui quand même fait des choses qu'il faudrait vraiment pas faire, qu'on pourrait vraiment, qui sont répréhensibles, et qui finalement, mais qui quand même va réussir à nous attacher. Un Frank Underwood dans House of Cards, pour moi, c'est la puissance, la quintessence du anti-héros. C'est quelqu'un de détestable, mais qu'on a envie de voir continuer à faire des choses exécrables. C'est ce que je disais, c'est Dr House aussi. Dr House qui a un comportement ignoble Oui. auprès des femmes, auprès de tout le monde. Il est raciste, il est homophobe, il est misogyne, mais tu finis par t'y attacher. Et pareil pour Dexter aussi, qui tue des gens, mais quand tu vois son histoire... Florian, pour toi, t'es d'accord avec quelle définition plutôt ? Plutôt la vôtre, parce que ce que je pense, c'est que cette humanité, justement, elle permet, et ses mauvais choix, permet de voir qu'il y a un petit peu pire que nous, parfois, donc ça nous permet de nous détacher, et devant la télé, de s'évader un petit peu, et de voir qu'on n'est pas si horrible que ça.
Est-ce que ces séries-là dérivées de l'univers Marvel, ça permet quand même de complexifier à raison les personnages, Elsa, oui, C'est sûr, dans les films, il y a tellement de personnages et les films peuvent pas durer non plus 10 heures, même si Endgame dure 3 heures et je ne sais combien de minutes. C'est hyper intéressant de développer ça en série et vraiment pouvoir effectivement complexifier ces personnages et développer leur storyline, quoi. Emma. Moi, je trouve qu'en plus, ça fait durer le plaisir. Voilà. Florian est d'accord. Ça, je suis d'accord parce que c'est ce qui manque à d'autres franchises comme Harry Potter. On en avait parlé dans d'autres podcasts. Il nous manque du contenu. Moi, j'adorerais voir des séries et je suis sûr que ça marcherait. Des spin-offs sur les personnages secondaires, mais qu'on adore. Je veux bien voir moi une série sur McGonagall ou sur d'autres personnages comme ça secondaires. Je suis sûr que ça marcherait. Et pour répondre justement sur la complexité, la seule crainte que j'ai, c'est qu'il faut pas qu'il se marche dessus et en gros qu'il détricote ce qu'un film a dit. Il faut que tout reste cohérent et plus il y a de contenu, plus c'est difficile. Et justement, ils avancent au coup par coup. C'est pas un projet qui a été imaginé sur 25 ans, donc ils avancent au coup par coup. Il faut faire très attention à ça. Pour l'instant, ils le font bien. Mais là, par exemple, Michael Waldron a vraiment dit qu'ils avaient passé énormément de temps à voir comment le voyage dans le temps existait dans l'univers Marvel. C'est-à-dire que dans Retour vers le futur, c'est une certaine façon. Dans Le Prisonnier d'Azkaban, dans Harry Potter, c'est une autre façon, le voyage dans le temps. Comment ça marche dans Endgame? Ils ont posé des bases, il faut faire avec ça. Donc on va voir si ça va être bien fait avec les prochains épisodes, mais c'est la très grosse crainte qu'on peut avoir. Voilà, avant le cliffhanger justement dans lequel je vous poserai la question fatidique, s'il faut oui ou non continuer à regarder la série, j'aimerais d'abord que toi Florian, tu dises aux auditeurs quelles œuvres ils pourraient aimer, ils pourraient voir et apprécier s'ils ont aimé Loki. Il est donc l'heure des recos de Flo. Alors on a déjà parlé d'énormément d'influences tout au long du podcast, Toy Story, les Teletubbies, Alien, Dune, Seven, Le Silence des Agneaux, on a même cité Blade Runner, c'est Emma qui en parlait tout à l'heure, donc je vais faire très vite là-dessus. Ce que je peux vous proposer de regarder évidemment, c'est que le TVA, la TVA, la Time Variance Authority, ils l'ont placé dans un décor très années 70, alors si vous aimez ça, évidemment vous pouvez revoir Mad Men. On a même à un moment donné, pas un caméo, mais une prestation de Tom Hiddleston dans l'avion qui joue le personnage de D.B. Cooper, qui est aussi pas présent mais qui est aussi évoqué dans Mad Men comme peut-être étant Don Draper. C'est un vrai personnage qui a existé, D.B. Cooper. Donc si vous aimez cette esthétique très années 70, alors là vous pouvez y aller et sur Loki et sur Mad Men sans problème. Ce que vous pouvez regarder aussi évidemment, c'est une série un petit peu plus ancienne qui s'appelle Le Prisonnier. Je pense que vous vous en rappelez tous, c'était avec Patrick McGowan et le principe c'était un agent secret londonien qui vient de démissionner brutalement de son travail. Il est gazé dans son appartement alors qu'il faisait ses valises et il se réveille dans un lieu qui s'appelle le Village. C'est un lieu à l'allure un peu luxueux, édénique, mais on se rend compte assez vite que c'est entièrement automatisé. C'est une série absolument génialissime que vous pouvez revoir. Il y a aussi évidemment Le Fugitif. Je vous rappelle, c'était le docteur Richard Kimball qui était accusé à tort du meurtre de sa femme et qui fuit la police pour éviter la condamnation à mort. Donc ça va être aussi ce parcours de Loki qui va essayer et de se battre contre lui-même et de fuir cette TVA. Et enfin, ce que je peux vous conseiller, évidemment, sur Le Voyage dans le temps, série mythique avec de très nombreux acteurs qui dure depuis les années 60. C'est une des séries, voire la série la plus longue, c'est Doctor Who. Il y a eu énormément de comédiens, Matt Smith, Peter Capaldi pour les derniers Docteurs. C'est absolument génial. C'est une autre façon de traiter le voyage dans le temps. Mais si c'est un genre qui vous plaît, vous pouvez foncer sur Doctor Who les yeux fermés. Eh bien, très bien, merci pour ces recommandations, mes chers serial killers. Il est de mon devoir de vous dire qu'il va falloir faire un choix, le choix fatidique, le choix du cliffhanger. Faut-il, oui ou non, regarder Loki? On va commencer avec Emma. Alors, au début, mon avis était complètement différent. Puis j'ai écouté Florian avec des étoiles dans les yeux et il m'a fait aimer la série parce qu'il m'a fait voir un aspect que je n'avais pas. Et du coup, je trouve que c'est une super série qu'il faut voir et que je vais regarder la suite parce que maintenant, je la comprends dans son entièreté. Et merci Florian. Merci à Florian. Florian. Là, c'est trop d'honneur, là, je suis flatté. C'est un bel épisode, on s'aime là, et tout, c'est franchement, beau. Continuons on avec est d'accord et tout. Non, mais alors, c'est une série sur le voyage dans le temps. Et comme tout ce qui traite du voyage dans le temps, c'est hyper casse-gueule. Par exemple, Interstellar, c'est perdu. Non, je plaisante. C'était juste une provocation. non, mais c'est hyper casse-gueule, on le sait. Mais si c'est réussi, ça va devenir un chef-d'œuvre que personne n'oubliera. Je pense que pour l'instant,
c'est hyper difficile de dire si c'est une bonne série ou si c'est pas une bonne série. Le premier épisode, il pose juste les bases du contexte, comment va être traité le voyage dans le temps, quelle va être l'histoire, mais pour l'instant, il n'y a aucune action, aucune histoire qui n'a été développée, ça va être dans les prochains épisodes. Donc pour savoir si c'est une bonne série ou pas, malheureusement, il va falloir continuer de regarder. Je pense qu'on peut pas se prononcer sur ce premier épisode. On ne sait pas, mais toi donc tu vas moi je vais continuer de regarder, ça Très c'est bien. sûr, parce que pour voir si c'est bien fait ou pas. Et si c'est bien fait, ça va être une œuvre magistrale. Elsa. Alors moi, je ne laisserai pas le rosé amadouer le goût de l'huître, là. C'est-à-dire que je ne vais pas Je écouter. connaissais pas du tout. Moi Moi, non je viens plus. d'apprendre cette expression pour Ah, l'occasion. d'accord. Non, mais c'est-à-dire que je vais rester sur ma première impression de la série. Et pour moi, c'est un coup de gueule. Oh là, alerte coup de gueule, attention. Non, ça va pas. J'ai vécu comme une sorte de trauma. De quoi? Trauma. Un trauma pour Elsa. Non, alors peut-être pas trauma puisque j'ai dormi à moitié. Mais non, plus sérieusement, je trouve que dans ce premier épisode, si on doit vraiment juger sur le premier épisode, il y a trop de blabla, trop de complexité pour moi. Voilà, effectivement, Tom Hiddleston joue bien, mais bon, il reste quand même effectivement sur ses bases et c'était acquis. Il n'y a rien vraiment de nouveau. Alors, le côté hyper important du multivers, je l'ai pas senti. Il y en a qui disaient qu'ils s'étaient ennuyés devant Falcon. Moi, je pense qu'ils se sont endormis devant Loki aussi. Je me suis ennuyée devant Falcon et j'ai adoré Loki. Eh bien, on t'a pas demandé ton avis. Oh, Elsa est en roue libre. Ah ouais. Tellement. Donc pour moi, c'est un non. Eh bah très bien. Bon bah moi en ce qui me concerne, moi j'ai plutôt apprécié. Je trouve que c'est assez ça donne envie de découvrir la suite. Je suis d'accord, je suis d'accord avec ce que dit Florian. Ça présage quand même de choses très intéressantes sur le voyage dans le temps, sur des réalités alternatives. Et moi ça m'intéresse. Donc moi je vais continuer à regarder avec enthousiasme. Rapidement. Je voulais rajouter un mini truc parce que j'en avais parlé dans l'épisode sur WandaVision et peut-être la présence de Mephisto qui serait le prochain très grand méchant et tout. Les créateurs ont réagi à ça parce que quand ils reviennent dans l'église, à un moment donné, la petite fille montre un vitrail sur lequel il y a un diable. Alors malheureusement, ce n'est pas Mephisto, Ah bon ce n'est pas un signe de Mephisto, et moi-même j'ai été le premier à me tromper dans WandaVision, Ah, donc voilà. C'est en fait Loki, et c'est une iconographie qu'ils ont choisi de ce diable avec le vitrail, surtout pour les cornes qu'il porte sur la tête, qui rappellent Loki. Et en fait c'est lui que cette petite fille a vu, et c'est à cause de lui que ce drame a eu lieu, et on va le comprendre à la fin de l'épisode. Il va devoir se chasser lui-même tout au fil de l'épisode, mais malheureusement, visiblement, et tout le monde a réagi, même Kevin Feige, ils se sont dit ça pourrait être intéressant finalement de plus tard utiliser ce méchant là, mais pour l'instant c'est pas Mephisto. Ah donc ce sera pas Mephisto. On est déçus parce que c'est vrai que sur Mephisto, WandaVision on était dessus et bon bah on donc verra. au moins si certains vous avez lu des théories là-dessus, sachez-le, ça c'est tombe pas à ça. l'eau. Okay. Bon bah très bien, merci beaucoup pour tous ces avis là, mais restez avec nous parce que tout de suite je vais un peu vous mettre au défi. Vous avez compris donc qu'on vous recommande, je le précise quand même plutôt ici, Loki sauf Elsa qui a fait une alerte coup de gueule carrément. Mais il est l'heure justement de la fight, un peu une fight avec un blind test spécial série que nous avons jamais fait dans Clapement 5. Attention, dans Clapement 5 dans l'épisode 1. Je confonds les podcasts. Un blind test spécial série évidemment en VO. C'est la première fois que vous allez entendre les véritables voix des comédiens. À vous d'identifier ces séries-là. Vous allez voir. Ça va être bizarre du coup. Ça va être étonnant d'entendre des autres voix que de la VF. Je vais tout de suite lancer, puisque c'est un challenge. Je lance le jingle challenge. I accept that challenge. Challenge accepted. Vous acceptez ce challenge Yes. de relever le défi En de VO, tenter yes. de trouver des séries en VO. Il faudra me dire G dès que vous pensez avoir identifié la série que vous allez écouter. Et puis voilà, est-ce que c'est bon pour vous? Ouais. Oui. La personne, je le précise, la personne qui aura le plus de points pourra choisir une série qu'on traitera dans un prochain épisode. Devinez qui a gagné un précédent épisode. On se pose la question. Et qui a choisi la série d'aujourd'hui, c'était Emma. On peut dire que tu gottes Lucky. Elle gotte Lucky, tout à fait. Est-ce Sors qu'elle... de cette pièce. Il est pas mal. Non. Est-ce c'est qu'elle va nul. continuer à gotte Lucky avec un premier extrait? Le premier, c'est celui-là. I'd like each of you to get up and tell us a 5-minute story about your summer. At some point, you make a choice about who you are and what you want. Hey, I'm Rue. I'm an addict. You're about to start a brand new chapter.
Some new girl in town that I think you're gonna be J'ai. friends with. Vas-y, Sex Florian. Education. Non, c'est pas Sex J'ai. Education. Vas-y, Emma. Riverdale. Non plus. J'ai oublié de préciser que c'était spécial bande-annonce aujourd'hui. C'est que Ok. des bandes-annonces. Ok. Vous l'avez pas, pourtant il y avait un Non, indice. j'ai Là, entendu on l'a entendu. Rude, mais c'est qui, bordel? Et qui a dit quelque chose au-delà. Elle a Ouais, parlé de. Elle a dit qu'elle était addicte. Bon, Ouais. je remets, mais c'est une série culte. Hein. I'm Rue. I'm Jules. Suddenly, the whole world goes dark, and nothing else matters but the person standing in front of you. Je pense que les auditeurs l'ont. C'est une série qui Là, on fait. doit être nul. It's your generation. You guys don't care as much about the rules. Une série- They're just reaching. Ah, j'ai Vas-y. elle. Euphoria? Euphoria, exactement. J'ai Zendaya. pas vu. Excellente série dont on entend beaucoup parler. Bah dis donc, faudra qu'on la fasse dans l'épisode 1 parce qu'il va Bah falloir dis que vous- donc alors. Bah, dis donc. Non mais il va falloir que vous la découvriez. Excellente série, Euphoria, tout à fait. Zendaya qu'on entendait. Dis donc, ça vous perturbe, je Dis sens. donc. Je Il vais a pas dit dire deux. dis donc, mais ça vous perturbe cette VO. Hein. J'espère que vous n'allez pas. Non, mais déjà, perdre tous pour vos moyens. vraiment, on n'a pas vu, donc on peut pas connaître. Bah, Ah, mais moi non si, plus, on peut, j'ai pas vu. Elsa, on peut connaître deux noms quand même. C'est- Là, c'est- tu peux me dire, personne t'a demandé à ton avis. Ouais, exactement. Je le pensais Bon, très fort. on y va avec l'extrait 2, c'est celui-là. Il est 9h30, mon ange. Il arrive à quelle heure ton premier patient? Il y a 5 minutes. J'ai. Vas-y. Psychoprate. Psychoprate. Prate. Psychoprate. Je connais pas Je cette sais plus série-là. le terme, je sais plus le Psychoprate. Bon bah. Hippocrate. Hippocrate. Et du coup, Hippocrate, Oui. tu l'avais pas? Non, c'est pas C'est Hippocrate. pas ça. Hein, non. Allez, dégustation! À 13h, là, le mec, il passe, regarde. Il arrive, souris. J'ai Vas-y. Elsa. Planqueur? Planqueur, dis donc. Quand J'ai c'est pas pas, vu de- non plus. quand c'est pas de la VF, Je Elsa devrais dire prend les sans devants. cœur plutôt. Sans Pardon. cœur. Parce qu'elle a dit psychoprate. Ah, Arrête. 2 points. Ouais. Faut abandonner l'humour. Non, mais elle nous Elsa. a parlé avant le début du podcast de son one man, de son one woman. Ouais, non, man, Et show. là, elle est en train de le rôder en direct. Ah là, bah, on a hâte de voir ça. Hein. Florian, ça se passe bien pour toi ce blind Très test? bien, écoute, je On bois de fait l'eau. Un agréable moment. Allez, on continue avec le troisième. Je sais pas si vous allez la voir, vous m'inquiétez, vous. C'est celui-là. You saw her. But that's just the beginning. I can feel you. But you're not really here, are you? J'ai Elsa. Loki, on dirait. Loki, non, c'est pas ça, non, non. J'ai eu l'impression. You are no longer just you. You will start to feel strange things. Anger and joy and pain. Pleasure without any reason. Une We have série, 7 other selves now. une série Netflix. J'ai Vas-y. Sense8. Sense8, exactement. Elsa, elle a Des eu vieilles séries, toi aussi. troisième Hein. point. Bah, Putain, des mais vieilles. vieilles séries. Alors, Euphoria, c'est toujours, hein, ça date de 2019, mais il y aura une prochaine saison. Il y a eu un épisode en décembre. Planqueur, elle existe toujours aussi. Emma est dans le Ça va, circuit ça va. aussi. Sense8, oui, ça n'existe pas, mais depuis 3 ans, quelque chose comme ça. Bah, ça fait un moment, moi, c'est je. raisonnable. On peut Bon, juste regarder la tête de Denis de Florian. Genre, Florian, il a abandonné le combat, je crois. Non, Bon, non, non. On y va Jamais. on y va pour l'avant-dernier. Les 3 années Elsa. qui commencent. ah non. Bah, j'allais dire Sex Education. J'ai entendu Ah une non, sonnerie. ah oui, alors dis donc. Attends, tu peux remettre du début, s'il te plaît? Oui, je vais remettre parce qu'Elsa nous a perturbés. Oui, désolé. Les 3 années qui commencent aujourd'hui vont marquer votre vie à jamais. C'est le premier lycée auquel ça arrive. Et on est dans la même classe? Je croyais que c'était une blague. Le lycée Voltaire accueille des filles. J'ai Elsa. Mixte. Mixte, J'ai exactement. pas vu, mais tu nous sors des Emma, trucs. tu mais... voulais une série récente, Mixte, ça vient de sortir sur Prime Ben Video. ouais, ben j'ai Avec vu. Lula Coton, avec Pierre Deladonchamp qu'on Ouais. entend dans cet extrait-là. Exactement, c'est Mixte. 4e point pour Elsa qui est sur la route du sans faute. Vous n'avez rien, dis donc, vraiment petite forme pour Emma et Florian. Là, ça la chaleur. J'ai peur pour le dernier, vous m'inquiétez dans ce blind test. On va voir. Est-ce que vous l'avez celui-là? I used to take that mic in my hands. And it made me feel alive. Your life matters. This job is not for the faint of heart. You're a trans woman of color working in a hospital. I'm just trying to stay afloat. Is this about your legacy? No, it's about our legacy. 5, 6, 7, 8. Une série sortie aussi il y a un mois, c'est la dernière saison, une saison 3 qui termine la série, une série d'un créateur qu'on connaît tous. Bonjour. Rose from the bottom. And we became
Elsa? J'ai le créateur, mais je me souviens plus du nom de la série, Parce bordel. que ni Florian, ni la... Non, là. C'est Ryan Murphy. C'est quoi la série? Il y a un mois qu'on a... Exactement, une Ah série. oui, Florian. Alstom. Non, c'est pas ça. Rich? Non, non plus. C'est en un mot, effectivement, en 4 lettres précisément. Bon, bah, je vais vous le donner. Mixte. Non, on a déjà dit. Elsa, petite mémoire. Non, c'est Pause, la série oui. Pause. Disons, vous n'avez pas été bon aujourd'hui. Hein. Mais tu nous as mis des la trucs VO vous a inconnus, perturbé. bah, Alors, Euphoria, Planker, Sense8, Mixed, pourquoi pas, et Pause. Les deux derniers, c'est des inconnus au bataillon, je suis désolée. Ah bah, Pause, pourtant, c'est une série quand même qui fait beaucoup parler, justement, qui parle de personnes transgenres et de transidentité et qui termine la saison 3. Et c'est une série quand même qui est une série importante. Bon, bah voilà, ce petit blind test aujourd'hui, c'est Elsa qui le remporte à 4 points. Elsa, tu pourras choisir, c'est pour ça. Elsa, tu pourras choisir une série qu'on traitera dans un prochain épisode, peut-être Euphoria par exemple, pour découvrir. Mais bon, voilà, merci à vous tous en tout cas d'avoir écouté cet épisode. Épisode 1, c'est justement terminé pour aujourd'hui. Merci à tous nos serial killers. Merci à Pierre-Emmanuel et Guillaume de Sunday Night Productions. N'hésitez pas à partager au maximum épisode 1 afin de donner de la force au podcast. Et vous pouvez aussi suivre notre compte Instagram épisode 1 podcast. Il y a plein de contenus exclusifs concoctés par Elsa avec ses petites mains. Elle vous apprend des infos que vous n'avez pas forcément appris dans cet épisode là. Il y en a, c'est du bonus, c'est cadeau, vous pouvez nous suivre. Et puis voilà, merci à vous tous d'avoir écouté ce podcast. On se retrouve très vite avec une nouvelle série, un nouvel épisode 1 et de nouvelles infos.